Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de numérique, d'innovation, mais aussi d'inclusion. C'est le moment du grand rendez-vous inclusif et diversité. Comment on fait pour accélérer dans la diversité? On invite Anthony Babkin en plateau. Merci. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue, bonne rentrée, j'espère, pour Diversity Days. Excellente. Ok. Et j'espère pareil sur Bismart. Absolument. Et d'autant qu'on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Célia Audan, docteur en psychologie, consultante en stratégie UX, spécialiste des jeux vidéo. On vient de terminer le grand entretien, mais vous avez gentiment accepté de rester avec nous pour la suite. Sujet de l'inclusion, je sais que ça vous intéresse beaucoup. Absolument. Et puis Anthony Babkin, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'Hicham Husseini, cofondateur de Kunto. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Également. Aujourd'hui, donc, notre sujet, ça va être comment on fait pour que la tech soit plus inclusive. Et par exemple, grâce au sport. Oui, c'est tout l'enjeu d'une ville, pour pas dire d'un pays, qui va se mettre aux couleurs des JOP. Il ne faut pas oublier le P de Paralympique dans maintenant moins de 1000 jours. Donc il y a un enjeu énorme de faire rentrer un certain nombre d'acteurs économiques dans la danse, dont des entrepreneurs de nos territoires, quartiers, zones rurales, personnes en situation de handicap, qui finalement innovent au service de l'inclusion, mais qui n'ont pas toujours accès à ces marchés qu'on connaît bien, des marchés publics qui sont parfois très coriaces, très difficiles à remplir. Ouais. C'est près de 5 milliards d'euros si on prend la Solideo, donc ce marché, c'est finalement l'opérateur des Jeux Olympiques. C'est 5 milliards d'euros de marché public à aller conquérir pour des entrepreneurs. Et avec, on le sait toujours... L'idée, c'est que ça ne revienne pas toujours dans les mêmes mains, en fait. C'est ça, et puis on voit bien qu'il y a... Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec Diversity Days, on a souhaité venir avec Hicham, c'est que Hicham représente, avec son entreprise Kunto, finalement l'avenir de ce que peut être le sport inclusif. Et on se dit, attention... faisons en sorte que ces jeux, qui sont attendus comme les jeux les plus inclusifs au monde, c'est ça la promesse, puissent faire entrer aussi dans leur maille des entrepreneurs de proximité, des gens qui ont des solutions, qui ont innové au service du sport inclusif et qui parfois vont pas avoir suffisamment d'équipes, suffisamment de moyens, peut-être pour remplir, on le sait, des appels à projets qui peuvent être très techniques, très, on va dire, très coûteux en termes d'investissement, en termes de temps. Et donc ça veut dire que vous les aidez, vous ? Alors on a un programme, c'est ça. Ouais. Alors exactement, on a donc un programme qui s'appelle le Leadership Programme, qui est un programme qui dure 120 heures, qu'on a déjà déployé dans 8 régions de France ces 4 dernières années, et qu'on va déployer dans 10 régions dans les 2 prochaines. Et l'objectif pour nous, sur ces 120 heures, c'est aussi de faire rencontrer finalement auprès des entrepreneurs, des acteurs de certaines villes, donc on appelle des terres de jeu, parce qu'il y aura Paris évidemment, mais il y a le Grand Paris avec Saint-Ouen, Saint-Denis, et puis plein de villes qui vont être des décrochages au niveau sportif. Je pense à Lille, je pense à Toulouse, Évry, toutes ces villes-là qui sont des villes plus ou moins proches de Paris, qui vont être finalement aussi des lieux où les jeux vont se passer, vont se dérouler. Donc l'objectif, c'est de dire à ces futures cohortes d'entrepreneurs qu'on va accompagner, leur mettre en face des personnes de ces villes ou de ces territoires qui peuvent les aider à un moment à bien comprendre les marchés, les nomenclatures, les attentes en termes techniques, en termes financiers. Donc, voilà. Et Diversity Day, ça a été labellisé Jeux Olympiques 2024, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un label qui a été lancé par Paris 2024, qui s'appelle le label Impact 2024. L'objectif pour eux, c'est de recenser un certain nombre d'initiatives qui vont faire du bien aux JO, qui vont faire du bien à la France, en termes d'inclusion, en termes de diversité, en termes d'accessibilité, parce que on le sait qu'en termes d'héritage, c'est la promesse de ces jeux-là aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'il en reste. C'est toujours la question des JO, une espèce de grande célébration, la fête autour du sport. Et ensuite, quelles sont les conséquences à long terme sur les territoires? Et l'objectif de ce label Impact 2024, c'est repérer des initiatives qui vont permettre d'accompagner des publics parfois qui peuvent être en marge de ces Jeux Olympiques ou Paralympiques 2024. On va parler tout de suite d'une des initiatives. C'est ça, qui n'est pas en marge pour moi, qui est complètement précurseur et qui a toute sa place dans ces JOP. On est à 2000% dans le sujet, là, avec Kunto. Peut-être d'abord, Hicham, racontez-nous l'histoire de la naissance de ce projet. Oui, écoutez, la genèse de Kunto est arrivée à partir de 3 constats. Un constat logique et 2 constats personnels. Je vais parler du premier constat personnel. Il vient du fait qu'un de mes associés, Mehdi Abadi, a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui était un sportif qui pratiquait de manière régulière et qui a vu sa motricité se réduire au cours du temps. Or, qu'il avait le besoin de pratiquer de manière autonome à la maison, donc pas dans des structures spécialisées ou encore chez le kiné. Malheureusement, il n'avait pas accès à ces programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne en réalité. Donc ça nous a fait le premier tilt. Le second, il est ma maman. Quand elle est atteinte du cancer du sein, elle a subi une ablation, donc une motricité réduite. De nombreux conseils, des programmes sportifs lui ont été proposés
des programmes nutritionnels et ça l'a beaucoup aidé dans sa convalescence. Donc on s'est dit pourquoi pas démocratiser en fait ces conseils et les proposer à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième constat, c'est le constat logique. Donc en 2020, lors du premier confinement, je pense que de nombreuses personnes ont tenté de réaliser du sport à la maison et je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés, donc qui sont adaptés en fonction de sa personne en réalité, donc de ses métriques intrinsèques, physiques, psychologiques, etc. etc. C'est à part se prendre un coach personnel finalement, Exactement. qui coûte extrêmement cher. Exactement, exactement. Donc on s'est dit qu'on allait créer un outil numérique qui permettrait à des personnes de pratiquer du sport de manière autonome, mais de façon adaptée, donc à l'individu, à la personne en elle-même. Et donc concrètement, alors comment ça fonctionne, Kunto? Qu'est-ce que ça propose comme service? Alors, Kunto, c'est un projet numérique qui a pour objectif de proposer, qui propose des programmes sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'un handicap ou d'une pathologie spécifique. Mais comment? Donc il y a un questionnaire, on remplit un questionnaire. Totalement. Ensuite, il y a quoi? Un algorithme qui tourne et qui décide que vous avez tel ou tel profil? C'est exactement ça. En fait, le parcours est assez simple. Donc, lorsqu'on s'inscrit sur la plateforme, on propose un panel de questions. Donc les adhérents y répondent et nous, on a un algorithme qui filtre les réponses et qui propose un programme adapté en fonction des différentes réponses qu'on a récoltées. Et alors là, juste là-dessus, parce que j'aurais aimé avoir l'avis de Célia Audan sur cette question. Comment vous avez fait pour construire ce questionnaire? Parce que c'est là où on peut faire rentrer des biais, non? Oui, tout à fait, oui. Alors, oublier certaines questions, peut-être La façon dont on pose les questions aussi. Aussi, ouais. Non, c'est une très très bonne question et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer en fait de professionnels, par exemple d'enseignants en activité physique adaptée. Donc c'est eux qui nous ont créé en gros un protocole qui nous permet d'établir nos programmes sur mesure en fonction des différents individus. D'accord. On fait appel aussi à des kinés, à des médecins du sport et des diététiciens pour tout ce qui est programme nutritionnel. Donc vraiment on crée des circuits sur mesure en fonction de chaque individu. Et après, on a quoi? On a accès à des vidéos, un coaching en ligne personnalisé entièrement pour soi ou qui va être partagé avec d'autres populations qui ont les mêmes profils que nous? C'est une très bonne question. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, bien entendu, il est difficile. Notre vision à long terme est que toute personne, peu importe sa particularité physique, puisse un jour retrouver des programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne. Bien entendu, il est difficile dès le départ de créer tous les programmes sur mesure en fonction de chaque individu. Ouais. Donc, on a décidé de se focaliser sur 4 pathologies et handicaps. Donc, aujourd'hui, on a des programmes spécialement dédiés aux personnes paraplégiques, donc en fauteuil roulant, aux personnes qui ont été atteintes du cancer, donc on intervient après, bien entendu, la chimio, aux personnes en situation d'obésité et aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, donc des problèmes cardiaques. Donc on a créé des programmes sur mesure en fonction de ces pathologies et ces handicaps. Et aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient totalement oubliées de ces programmes sportifs, de ces Totalement. applications, de ces vidéos en ligne qui ont tourné effectivement pas mal pendant les confinements. Bien sûr, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un grand fossé, on va dire, dans l'accessibilité aux services de bien-être pour des personnes particulières, donc extraordinaires. Nous, on les appelle des personnes extraordinaires, mine de rien. Et c'est ça qu'on a voulu combler, en fait, en réalité. On s'est rendu compte que ces personnes avaient du mal à aller chercher des programmes sportifs pour pratiquer de manière autonome. Et on s'est dit, pourquoi pas leur fournir un outil qui leur permettra de pratiquer de manière sécure et de manière autonome. Et à quel prix ? Alors, à quel prix? Ça, c'est la bonne question. On est en phase de commercialisation. Aujourd'hui, pour des questions budgétaires, on a décidé de passer par des intermédiaires dans un premier temps. Donc, on propose un lot d'accès à nos partenaires, donc associatifs, mutuelles, entreprises pour les missions handicap ou les CE. Mais bien entendu, aujourd'hui, c'est le thème des JO 2024. On ne veut pas louper cette vague-là. Parce que je pense que c'est super important de démocratiser le sport handicap, le handisport pour les JO paralympiques. Donc on compte sortir c'est un moment, l'application. on sait, c'est un moment où tout le monde va s'intéresser à plein de sports, se dire tiens, pourquoi je ne me mettrais pas à tester, je vais peut-être essayer la course à pied. Enfin, c'est vraiment le moment propice pour vous, ça c'est certain. Oui. C'est pourquoi on va sortir l'application en B2C, on l'espère à la fin de l'année, donc à la semaine de l'emploi du handicap ou début 2023
pas plus tard. D'accord. Et pour ça, vous avez levé des fonds ou vous êtes en cours de levée de fonds? Vous en êtes où? Vous êtes au courant de tout. Bravo. Non, Je pose des questions, vous savez. Oui, on est vraiment. Actuellement, on est en pleine levée de fonds. Donc, on est en négociation avec des VC. On cherche le bon deal aussi avec des business angels. Et voilà, là, on est en pleine négociation. Donc, on attend le bon deal pour pouvoir avoir les fonds pour se lancer dans le B2C. Oui, je souhaite rebondir parce que ce qui est génial dans ce que dit Hicham, c'est que Paris 2024 attend 350 000 personnes en situation de handicap, rien que pour les quelques jours, on va dire, de festivités, de compétition. Donc déjà, il y a cet enjeu de se dire, est-ce que Paris va être accessible à ce moment-là ? Mais je rêve que chaque... Gros défi, oui. Oui, mais c'est la promesse d'avoir, je crois que c'est 1200 espaces qui vont être adaptés en fonction des typologies de handicap, bien sûr, parce que comme le dit Hicham... J'espère que les travaux soient finis. Hein. C'est ça. Rien qu'ici, on les entend, voilà, les travaux. Il y a du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que chaque personne qui vient pour Paris 2024, ce serait génial qu'il entende parler de Kunto, parce que finalement, vous l'avez dit, vous l'avez noté, c'est quand même aberrant qu'en 2022, on n'ait pas pensé déjà plus tôt une application comme celle-là. Et moi, j'espère, je crois que c'est près d'1 million que vous cherchez, qui est un business angel qui nous entendent aujourd'hui et qui se disent, en fait, il y a une opportunité incroyable. Surtout 2 ans avant, le timing est parfait, en fait, par rapport à la commercialisation de Kunto. Donc voilà, je leur souhaite énormément de réussite sur cette levée. Et je ne sais pas si on peut parler de ton trio. Mais Oui. ils sont deux Oui, autres. parce que vous n'êtes pas seul. C'est ça. Non, pas du tout. Vraiment, on est une équipe, on est une équipe de 3 cofondateurs, enfin 4, avec Zakaria qui nous a rejoints, engagés et passionnés par le sport. Donc je pense qu'on fait un trio assez complémentaire et qui va nous permettre de mener à bien ce projet jusqu'au bout. Je sens la motivation. Vous auriez un conseil? Oui, alors C'est déjà, bien. je peux ajouter un argumentaire pour les investisseurs, parce que quand on parle d'accessibilité, on imagine les personnes en situation de handicap permanent. Déjà, ce serait bien de les inclure de toute façon, mais aussi on ne réfléchit pas que ça va arriver à tout le monde à un moment donné. Bien sûr. Oui. On a des situations de handicap temporaires, on peut se casser le bras, se casser la jambe, et donc on a quand même envie de pratiquer un sport à ce moment-là. Et elle peut être aussi situationnelle. On pense parfois, on peut avoir juste un bras, on peut avoir le bras cassé, mais on peut aussi être en train de se tenir dans le bus. Donc les applications mobiles doivent pouvoir être utilisées avec une main. Donc ça touche tout le monde et ça va toucher tout le monde à un moment quand on va vieillir, quand on va moins bien voir, quand on va être moins mobile. Donc l'accessibilité est l'affaire de tous et de toutes. Très bien dit. Merci. J'imagine que vous avez suivi un programme quand même avec Diversity Days, non? Pour booster un peu votre activité. Oui, totalement. Le leadership. Racontez-nous les programme. coulisses devant Anthony, sans crainte. Tu peux dire ce que tu veux, Hicham. Non, honnêtement, je vais vous dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. On a gagné de nombreux prix. Donc on est quand même lauréat de la French Tech Tremplin, de Station F, du leadership programme, du programme Fighters, pardon. On a fait le programme UA de Paris & Co et le leadership programme de Diversity Day. Et sincèrement, je le dis, c'est vraiment celui qui nous a le plus apporté aujourd'hui. Oui, d'accord. Vraiment, ça a Et été alors, Hicham dit ça sur tous les plateaux, Non, en pas du fonction tout. de qui est. Non, on sent la sincérité. Mais c'était- justement, alors, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, Eh ben, quels outils vous ont été particulièrement utiles? Ou alors est-ce que c'est juste le dynamisme de l'équipe qui fait que ça fonctionne mieux que sur les autres dispositifs? Alors déjà, pour nous, c'est hors, parce qu'en fait, ces programmes-là fonctionnent souvent en termes de mentorat. Nous, on estime que Anthony, Mounira et toute l'équipe, c'est carrément pour nous des grands frères, entre guillemets. Oui. Eux, ils le font avec le cœur, ils le font pas pour... Et des grandes sœurs. Et des grandes sœurs, merci. Femmes Mounira, chez Diversity Days. bien sûr. Parler de- Voilà, en fait, ils nous aident vraiment avec le cœur. Et on sent la passion et ça, vraiment, ça nous anime énormément. Mais en plus de ça, d'un point de vue technique et théorique, lorsqu'on crée une start-up, au tout départ, on a besoin d'être entouré, de se structurer. Et le leadership programme nous apporte toute la théorie pour nous permettre d'avoir
les outils nécessaires pour lancer une entreprise. Donc, quand on parle de business plan, on parle de stratégie de marketing, on parle de stratégie de communication. Enfin, tous ces petits outils, ils nous apportent le savoir nécessaire pour pouvoir lancer une entreprise, tout simplement. Et après, Parle tout pas c'est du carré. X. Oui, il parle pas du X. Mais ça, vous travaillez sur des projets, justement, hein, d'inclusion. Oui. Donc, vous pourriez peut-être, Non, mais je même sais pas, l'UX, envisager des... ça rentre dans la stratégie, ça Bien peut sûr. aller Ouais. plus vite. On travaille aussi, par exemple, avec Shopify, Moi, et pas mal d'acteurs. Je voulais vous offrir le livre, mais j'ai toutes mes notes dedans. Mais oui. Mais vous me franchement, le pour louez. tous les entrepreneurs, je conseille de le lire parce que c'est essentiel en amont d'un projet de penser au final comment cette application va être utilisée. Et si l'utilisation est agréable, fluide, simple, c'est réussi, c'est gagné. Bien sûr. Peut-être pour aller dans le sens de la remarque qui vient d'être faite, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui en France, il existe énormément de programmes sur l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'avec Mounira, la conviction de départ, on l'a appelé Leadership Programme. Ouais. Désolé pour l'anglicisme, mais le leadership, on visualise tout ce que c'est, la confiance en soi, la capacité à parler devant les médias, devant un investisseur, la capacité aussi à avoir confiance en soi. Et donc on fait appel à tout un tas de coachs avec des singularités sur la capacité, je sais pas, à parler en public, à révéler aussi ce qu'il y a de plus sincère chez soi. Ouais. Donc c'est comme le nez au milieu de la figure. Il y a des talents qui arrivent, qui disent ouais mais moi je veux pas parler de ça, mais on lui dit mais en fait c'est ce que tu as de meilleur chez toi. Peut-être justement ce handicap, c'est peut-être ta singularité, tu en as fait une force, parle-en. Et donc parfois on permet à des gens de s'émanciper sur des choses qui nous paraissent complètement normales, mais quand on en a fait un complexe plus qu'une force. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, il y a des compétences techniques, mais il y a aussi des compétences qui sont propres, ce qu'on appelle les soft skills. Oui. Voilà. Et donc, on passe beaucoup de temps à faire ça. Parce qu'on se rend compte, et je fais le lien aussi avec ce qu'on évoquait sur les JO, bien que des marchés publics, aller conquérir, aller chercher des fonds auprès de business angels, etc., on a appelé ça à un moment même la Startup Nation, c'est beaucoup de code. Par exemple, la dernière promo d'Evry Courcouronnes, pour beaucoup, ont découvert ce qu'était Station F, ont découvert ce qu'était la French Tech, le programme Tremplin. Donc on les emmène aussi dans des mondes qui sont presque parallèles parfois. Il ne faut plus que ce soit des mondes parallèles. On parle d'un grand pari à présent. Il ne suffit pas d'avoir Voilà. une bonne idée, il faut travailler à savoir la présenter et avoir les bons codes, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux et à tous les trois, Célia Audan, pour votre participation. Vous restez de toute façon tous en plateau. Anthony Babkin, je rappelle que vous êtes délégué général cofondateur de Diversity Days et Hicham Housseni, cofondateur de Kunto. On se retrouve juste après, c'est Où va le web ?